Nous invitons donc Dr Julie Rowling à venir prendre place aussi. Nicolas Gault, si vous souhaitez, vous pouvez rester ici, bien sûr. Bonjour, Dr Julie Rowling. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, vous exercez au sein du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Au sein du service. Vous êtes médecin responsable du pôle pour adolescents du centre régional du psychotrauma, maître de conférences à l'université de Strasbourg. Vous avez aussi coordonné un ouvrage qui s'appelle Le Grand Livre du Trauma Complexe, qui est paru aux éditions Duno Sortie l'année dernière. Et là, vous allez nous exposer ce que revêt précisément le cyberharcèlement, le lien qui s'exerce entre cyberharcèlement et trauma, et répondre à la question posée de la prise en charge des adolescents. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci au docteur Isabelle Vitton pour cette invitation et puis aussi pour cette belle organisation du congrès dans ce lieu qui est assez magnifique. Alors effectivement, je vous propose de parler ensemble de la question du trauma et du harcèlement et plus particulièrement du cyberharcèlement chez les adolescents. Alors, quand on parle de cyberharcèlement, de quoi est-ce qu'on parle ? On va commencer avec quelques chiffres qui sont les chiffres récents du ministère de l'Éducation nationale de 2023. En tous les cas, si vous regardez la deuxième ligne, globalement 28% des adolescents d'une classe d'âge ont été au moins une fois victimes de cyberharcèlement. Vous avez la moyenne en vert et vous avez en bleu les filles, en orange les garçons. Et quand vous regardez la première ligne, vous avez 20% en moyenne des adolescents d'une classe d'âge qui ont au moins été victimes une fois de cyberharcèlement. Avec donc les filles qui seraient un petit peu plus concernées que les garçons. Au niveau des auteurs, globalement, 6% des jeunes d'une classe d'âge seraient auteurs directs ou auraient participé à des faits de cyberharcèlement et 30% auraient réitéré, ce qui est un chiffre particulièrement important qui nous incite à proposer des accompagnements, à poser des actes dans les situations de cyberharcèlement. Alors, avant de s'intéresser au cyberharcèlement, on va commencer par traiter la question du harcèlement. Alors, c'est une définition que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Le harcèlement, c'est quoi ? C'est une violence répétée, physique ou psychologique, qui est perpétrée par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre parce qu'elle est en position de faiblesse, l'agresseur ou les agresseurs opérant dans l'intention de nuire. Alors, il y a différentes formes de harcèlement, physique, sexuel, des phénomènes d'exclusion, de groupe, de manipulation. C'est des phénomènes qu'on retrouve un petit peu plus chez les filles, alors que chez les garçons, ce sera plutôt les violences physiques, même si depuis une quinzaine d'années, on retrouve aussi les violences physiques chez les filles, avec des signes d'alerte comme la rupture scolaire, l'absentéisme scolaire qui apparaît, des chutes des résultats scolaires, des somatisations, une augmentation de la fréquentation de l'infirmerie, un certain nombre de signes d'alerte et parfois ça passe directement par la tentative de suicide. Pour qu'il y ait harcèlement, généralement, il y a un contexte qui est caractérisé par l'isolement de la victime et le phénomène de groupe qui peut se mettre en place par rapport à la victime. Un point d'appel, ça peut être des différences culturelles, le fait d'appartenir à une minorité, des différences au niveau du caractère, une personnalité un petit peu inhibée, donc des vulnérabilités qui peuvent exister, parfois pas de vulnérabilité, parfois ça va être le meilleur élève de la classe qui va être pris comme cible, et finalement donc tout un contexte global auquel on va associer la cécité de l'environnement et notamment des adultes quand il s'agit d'harcèlement scolaire. Et au moment de la situation d'harcèlement, généralement une incompréhension de la victime et une forme de sidération par rapport à ce qui lui arrive, cette sidération qui
parfois est à l'origine aussi de la répétition des violences. Et ça, c'est un élément important parce que c'est aussi au niveau de la prise en charge, à cet endroit-là, qu'on va pouvoir justement travailler l'affirmation de soi, les positionnements assertifs ou autres. Alors ça, c'est le harcèlement. Et quand on s'intéresse au cyberharcèlement, eh bien, c'est un élément particulièrement important. Les derniers chiffres de 2021 montrent qu'en moyenne, chez les 16-24 ans, eh bien, le temps passé devant écran par jour est en moyenne de 11,37 heures. Donc, c'est assez logique finalement que le phénomène se déplace sur les réseaux sociaux. Après, ça peut monter vite. Moi, des fois, je regarde mes chiffres sur mon téléphone portable alors que j'ai l'impression d'être pas du tout connectée. Et ben, finalement, les heures s'accumulent assez vite. Alors, la différence peut-être entre le harcèlement classique et le cyberharcèlement, puisque quand on parle de cyberharcèlement, c'est vraiment la perpétration de violences via des systèmes numériques. Eh bien, il y a des différences. D'abord, le critère de répétition. Dans le harcèlement scolaire, la répétition est un critère important, alors que finalement, dans les violences en ligne, un épisode de cyberharcèlement unique, de par sa sévérité, peut suffire à caractériser des faits de cyberharcèlement. Pourquoi ? Parce que le phénomène peut être extrêmement massif, instantané, exponentiel en fonction des applications et des plateformes sur lesquelles le phénomène se produit. Parce qu'il y a un effet de dépossession. Quand vous êtes agressé de manière directe, quand c'est déjà de manière directe, on a souvent du mal à réagir, on est un petit peu choqué par ce qui se passe. Et bien quand cela se passe par l'interface de l'écran, il y a un effet de dépossession qui est bien supérieur. Et donc la question de la possibilité ou pas de répondre se pose, et parfois le fait de répondre, au contraire, ça va alimenter davantage encore l'acharnement des personnes qui vont harceler. Le fait qu'il y ait un anonymat ou pseudo-anonymat des personnes qui harcèlent, eh bien là aussi va diminuer la culpabilité et puis va amplifier le phénomène. Et puis le fait qu'il peut persister des traces et avec les captures d'écran, eh bien les ados s'en donnent à cœur joie pour ensuite rediffuser justement du contenu sur les réseaux. Donc là encore, là où dans une situation de harcèlement scolaire direct, eh bien parfois ça va durer pendant quelques heures, quelques jours, eh bien sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des phénomènes d'amplification qui sont massifs. Alors différents types de harcèlement existent, les phénomènes d'intimidation, les phénomènes de traque qui se développent de plus en plus et qui sont possibles aussi par la technologie, le fait que, eh bien, on peut pister les gens quand ils sont sur WhatsApp, la personne elle allume un message ou pas, elle est en ligne ou pas, qu'est-ce qu'elle fait. Parfois sur certaines applications, des phénomènes de géolocalisation. On peut créer aussi de faux comptes ou alors où on peut être anonyme pour insulter. Et donc toute cette technologie renforce finalement les possibilités de harcèlement. Alors, il y a toute une créativité dans le cyberharcèlement. Vous pouvez avoir tous les phénomènes de revenge porn, c'est-à-dire généralement après une séparation conjugale, puisque effectivement le statut du couple chez l'adolescent est différent d'autres couples. C'est quelque chose à questionner aussi, effectivement. Donc des phénomènes de vengeance où finalement des photos intimes vont être révélées. Il peut y avoir ce qu'on appelle le happy slapping, le fait que quelqu'un va être frappé, molesté et que ça va être filmé pour être mis sur les réseaux sociaux. Le doxing, où en fait des révélations privées, personnelles vont être révélées. Parfois, ça peut être des coming out qui vont être révélés à l'encontre de la personne concernée, ou alors aussi des phénomènes de flaming où tout le monde va aller insulter un jeune. Donc, toutes des typologies qui peuvent être très différentes et une grande créativité à cet endroit-là. Alors,
qu'est-ce qu'on sait finalement des victimes de harcèlement ou des facteurs de risque de harcèlement? Alors, les données de la littérature mettent en évidence qu'il y a des éléments relationnels. Ce seraient des jeunes qui, pour certains, seraient plus en conflit avec leur père, pour la majorité des jeunes qui seraient isolés par rapport au groupe, des facteurs familiaux également, avec des relations parentales qui peuvent être un petit peu plus complexes, une surveillance ou une présence parentale qui peuvent être un peu moins présentes, des facteurs culturels et sociaux aussi. Qu'est-ce que la société répond au phénomène de cyberharcèlement, et les normes sociales tolérantes par rapport aux violences participent à augmenter ces violences. Et puis il y a aussi des facteurs de risque individuel. Le fait d'être une fille, c'est, on l'a vu tout à l'heure, plus à risque de cyberharcèlement, notamment sur les questions de réputation. Et peut-être que la collègue infirmière de pédopsychiatrie, moi, l'effet de votre question m'a un petit peu interpellée, parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans, toutes les questions un peu morales vis-à-vis des questions de sexualité réapparaissent dans les discours des adolescents, alors que ces dernières années, elles étaient un peu moins présentes. Alors, c'est effectivement, il y a des petites évolutions. Et puis, au niveau individuel, le fait d'avoir une faible estime de soi et le fait d'avoir des antécédents de victimation, que ce soit des violences de type maltraitance, de type agression sexuelle, des violences intrafamiliales, le fait d'avoir assisté à des violences conjugales, mais aussi des antécédents de harcèlement. Donc on voit déjà un premier point entre psychotrauma et cyberharcèlement, c'est que finalement les victimes de cyberharcèlement, l'un des facteurs de risque ou de vulnérabilité, ce serait aussi d'avoir des antécédents personnels de victimation. Si on regarde maintenant un petit peu ce que nous disent les données de la littérature sur les profils des harceleurs, là aussi des difficultés au niveau social, en tous les cas des tableaux d'isolement sociaux qui ont pu être décrits, ou alors des jeunes aussi qui sont très sensibles à l'influence des pairs ou à l'image qu'ils peuvent renvoyer, des jeunes qui peuvent être en besoin d'attention, en besoin de reconnaissance de manière importante, des jeunes pour lesquels, là aussi, des relations qui peuvent être complexes avec les parents, des jeunes qui peuvent avoir vécu des situations stressantes au niveau personnel, des difficultés économiques des parents, des situations de divorce, par exemple, et pour les harceleurs aussi, des antécédents d'exposition à de la violence, que ce soit la participation à des violences de manière active, ou alors que ce soit le fait d'avoir été exposé à des violences, notamment dans l'environnement familial. Et on sait aussi que 30 à 40% des personnes qui harcèlent ont été harcelés, et donc là aussi il y a quelque chose d'une répétition à l'inverse qui se produit. Mais finalement, que ce soit du côté des ados harcelés ou harceleurs, on retrouve ces antécédents de victimation qui sont présents pour les deux populations. Alors, si on ajoute la dimension technologique, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, là aussi, il y a des facteurs extrêmement importants qui facilitent le cyberharcèlement et qui expliquent qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement a largement dépassé les situations d'harcèlement scolaire un petit peu plus classiques, entre guillemets. Le sentiment de pseudo-anonymat et toute la question de l'impunité qu'il amène, on en a déjà parlé, mais aussi la structuration finalement des plateformes. On sait que les plateformes qui ont accès à un monde ouvert, les plateformes qui facilitent l'exposition publique, les plateformes qui vont avoir des fonctionnalités utilisant les groupes, ou alors qui vont avoir des fonctionnalités qui permettent de modifier le contenu, comme Discord par exemple, vont avoir vont être beaucoup plus utilisées dans le cadre du cyberharcèlement que les autres. Et puis l'algorithme de la plateforme est également extrêmement important. Tous les algorithmes numériques actuellement, ils fonctionnent dans une logique de buzz. L'objectif, c'est que ces plateformes soient utilisées, c'est que ça buzz. Et effectivement, le contenu sensationnel, généralement, facilite le buzz et l'engagement de l'utilisateur. Donc l'algorithme en lui-même, on pourrait dire que c'est un élément favorisant le cyberharcèlement. Alors,
pourquoi s'intéresser au cyberharcèlement dans un colloque sur le psychotrauma? On a déjà quelques pistes qu'on a déjà abordées. Et de quelle manière? Est-ce que finalement le cyberharcèlement serait la cause d'une symptomatologie post-traumatique, ou est-ce que ce serait la conséquence? On a vu que chez les victimes, globalement, 30 à 40% des victimes avaient des antécédents de victimation. Chez les auteurs, on retrouve les mêmes chiffres avec des antécédents d'harcèlement. Je me suis trompée, j'avais dit 30 à 40%, c'est 20 à 30% d'antécédents d'harcèlement chez les auteurs. Donc, c'est des résultats particulièrement importants. Particulièrement important parce que finalement, que dit la littérature scientifique actuelle sur ces liens entre PTSD et harcèlement? Eh bien, elle dit, par exemple, que les jeunes qui ont été harcelés, certains peuvent présenter des tableaux cliniques de troubles de stress post-traumatique ou des symptômes post-traumatiques isolés, mais ce n'est pas la majorité des conséquences que vont présenter ces jeunes. Ils vont présenter plutôt des symptômes d'isolement social, plutôt un impact au niveau de l'estime d'eux-mêmes, des modifications au niveau des rythmes circadiens, des symptômes d'insomnie particulièrement importants. Pourquoi? Parce qu'ils sont en hypervigilance, ils sont en train de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ou alors ils sont tellement en insécurité qu'ils vont avoir du mal à dormir. Parfois, ils vont recevoir des SMS et du coup, ça va les maintenir éveillés. Des comportements justement pour essayer d'être moins stressés, moins tendus, comme les consommations toxiques, les automutilations, les comportements auto-agressifs, un impact au niveau de la scolarité, bien sûr, et pour un contingent non négligeable de ces jeunes, des symptômes de dépression ou de troubles anxieux qui apparaissent. Donc finalement, un impact vraiment au niveau affectif et au niveau aussi de la construction identitaire si on se place du côté de l'effet sur l'estime de soi. Et on sait, ça c'est les données de la littérature sur le psychotrauma, que le fait d'avoir été exposé à des événements traumatiques dans le développement de l'enfant, eh bien ça a un impact très important au niveau affectif, au niveau cognitif, et ça a un impact important notamment au niveau de la régulation émotionnelle et au niveau de la construction de soi, que ce soit la perception qu'on a de soi-même, mais aussi la perception du monde ou la perception qu'on peut avoir des autres. Et donc, quand on s'intéresse finalement aux données de la littérature qu'on connaît déjà sur le trouble de stress post-traumatique, qu'est-ce qu'on sait? On sait que globalement, et là on sort de la clinique du cyberharcèlement, mais on sait que globalement un jeune qui a été exposé à un événement traumatique, il a en moyenne 15% de risque à 1 an de développer une symptomatologie post-traumatique. On sait également que en population clinique, donc en population suivie par nos services, ce chiffre monte à 62%. On sait que les expositions traumatiques chez les enfants et les adolescents vont avoir un impact sur leur développement. Ça, ce sont des données connues. Mais actuellement, quand on regarde les chiffres entre harcèlement et TSPT, eh ben dans la littérature, c'est assez pauvre. On trouve pas grand-chose. Et l'une des questions qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce que le cyberharcèlement, c'est un facteur traumatique? Est-ce que être victime de cyberharcèlement, on considère que cela correspond à une exposition traumatique? Je ne vous remets pas la définition de l'événement traumatique du DSM-5, vous la connaissez, mais généralement, l'événement traumatique est caractérisé par le fait d'être exposé à la mort, une menace de mort, une blessure grave, parfois des violences sexuelles. Et donc, finalement, les cliniciens se sont posé la question, est-ce que le harcèlement ou le cyberharcèlement peut être considéré aujourd'hui comme un événement traumatique? Eh bien, le DSM-5 a tranché et c'est la première phrase, dit que bien que le harcèlement puisse être vécu comme psychologiquement traumatisant, il doit davantage être considéré comme relevant d'autres catégories diagnostiques comme les troubles de l'adaptation. Donc actuellement, dans le DSM, le harcèlement, le cyberharcèlement est vraiment considéré davantage comme un événement de vie adverse que comme un événement traumatique. Mais il y a d'autres auteurs qui disent
Oui, mais des microtraumatismes répétés, eh bien, des microtraumatismes cumulatifs peuvent transformer une expérience vécue en un véritable traumatisme. Donc, se disent, bah voilà, un harcèlement répété peut avoir les mêmes conséquences finalement qu'un événement traumatique beaucoup plus unique. Et finalement, cette définition de l'événement traumatique, elle est critiquée puisque certains auteurs disent que cette définition du DSM, du critère de l'événement traumatique, est trop restrictif, trop tangible. Il faut qu'il y ait vraiment une agression physique. Et finalement, la dimension psychologique est plus difficilement caractérisable. Et donc, que ce critère serait imparfait. En tout état de cause, dans le harcèlement, il y a une zone de chevauchement. Puisque quand vous prenez les vidéos de lynchage, où finalement un jeune va être ciblé et on va le molester, on va le frapper, pour faire une vidéo, pour faire du contenu, pour mettre sur les réseaux sociaux, eh ben, on est dans la définition de l'événement traumatique. Donc ça dépend des situations, on ne peut pas généraliser. Je vous ai remis les différents types d'événements de vie adverse de Felitti et tous ces travaux qui avaient été menés chez les adultes où ils avaient exploré les antécédents d'exposition traumatique dans l'enfance. Et l'équipe de Felitti avait montré que plus il y avait d'exposition traumatique à des événements traumatiques différents dans l'enfance, plus à l'âge adulte, ces personnes risquaient de présenter des troubles mentaux de différentes natures, avec aussi un risque de mort prématurée, donc une vulnérabilité psychique beaucoup plus importante liée aux expositions traumatiques précoces. Et justement, si on s'intéresse à ces jeunes traumatisés, si on explore les populations de jeunes qui sont traumatisés, par exemple, la première étude qui date de 2017, qui a exploré des filles qui ont été agressées, principalement sexuellement, eh bien, ces filles qui ont des antécédents d'agression sexuelle, eh bien, elles se font 7 fois plus harceler que les autres filles de la population générale. Donc là, il y a vraiment une association particulièrement robuste. Une autre étude, là encore avec des enfants victimes d'agressions sexuelles, une étude qui date de 2016 et qui montre que ces enfants ont 4 fois plus de risques de présenter une symptomatologie post-traumatique, c'est assez logique, mais ces enfants ont aussi plus de difficultés dans les habiletés sociales, dans les relations, ce qui est un facteur de risque de se faire harceler. Donc on voit bien les associations qui commencent à se dessiner entre justement antécédents de victimation, cyberharcèlement. Et bien, en pratique, qu'est-ce que ça donne? En pratique, si on part d'une situation clinique, une ado que j'ai été amenée à recevoir il y a 2 mois en consultation, elle s'appelle Léa, elle a 16 ans. Le motif de demande de suivi au CMP, c'est que c'est très compliqué à l'école, elle ne s'entend pas avec les autres élèves et par ailleurs, dans les notes qui ont été prises par la secrétaire, il y a une notion d'enlèvement par son père. C'est une adolescente qui effectivement a été enlevée à l'âge de 8 ans par son papa pendant 2 ans. Il y a eu des faits de violence pendant cette période d'enlèvement. Son papa qui précédemment avait été extrêmement violent pendant quelques années dans le cadre de violences conjugales avec la maman de Léa. Et quand je rencontre Léa, donc il y a quelques semaines, j'ai affaire à une adolescente assez tendue, assez en colère, qui montre un petit peu les muscles, qui a beaucoup de gouailles et qui m'explique que de toute façon, elle n'en a rien à faire des autres à l'école, etc. Et que c'est elle qui décide, etc., etc. Alors, c'est une attitude un petit peu de façade qui masque finalement une assez faible estime d'elle-même, un sentiment de menace et une peur vis-à-vis des autres. Et ça apparaîtra progressivement au fur et à mesure des consultations, un sentiment d'impuissance et une peur de l'impuissance particulièrement marquée. La maman est très réactive par rapport à tout ce que peut dire Léa et elle est très réactive et très vindicative par rapport à l'école, à juste titre, mais il y a aussi sans doute quelque chose qu'elle essaye de racheter par rapport à sa propre histoire
histoire par rapport à sa fille. Et du coup, finalement, quand je les rencontre, c'est très tendu par rapport à l'école. Et on va essayer de travailler avec l'équipe un petit peu tous ces éléments-là. Et alors, pourquoi je vous ai présenté la situation de Léa? Parce que c'est une situation très intéressante, parce que la première fois que je l'ai vue en rendez-vous, en fin d'entretien, je me suis dit, bon, c'est chaud avec l'école, soit ça passe, soit ça casse, soit, et c'est chaud avec les autres élèves, parce qu'elle fait tout pour que ce soit, malgré elle, hein, mais pour que ce soit compliqué avec les autres, et en essayant d'emmener aussi les autres élèves. Et je me suis dit, soit c'est elle, au premier entretien, elle me parlait quand même d'une autre élève de la classe en me disant, mais de toute façon, si elle me cherche, je lui pète la gueule, vraiment de manière assez virulente. Et je me suis dit, bon, c'est typiquement une situation où ça peut vriller, soit elle peut devenir la personne harceleuse pour se défendre, soit elle peut aussi, les choses peuvent se retourner contre elle. Et je trouvais que cette situation du harcèlement chez les jeunes, eh bien parfois on est aussi sur un fil entre est-ce que je vais attaquer l'autre pour pas qu'on m'attaque, ou est-ce que je me laisse attaquer, hein. On est vraiment dans des mécanismes un petit peu de survie qui sont finalement assez typiques du trouble de stress post-traumatique. Alors je ne vais pas vous redéfinir le trouble de stress post-traumatique, mais pour vous parler peut-être un peu plus du trauma complexe. Le trauma complexe, c'est un diagnostic qui est rentré dans les nosographies avec la CIM-11, et finalement c'est un diagnostic qui se caractérise par le fait de présenter une symptomatologie post-traumatique associée à ce qu'on appelle, c'est le rond bleu. Alors normalement il y a des couleurs un peu jolies, mais il y a dû y avoir un problème dans le formatage. Et en fait, donc des symptômes post-traumatiques associés à des symptômes de perturbation de l'organisation du soi qui se caractérisent par des dysrégulations émotionnelles, une perturbation de la perception de soi et une perception très dévalorisée de soi, et une perturbation dans les relations interpersonnelles chez des personnes qui ont pu être exposées de manière répétée à des traumas. Et donc là, je vous ai mis un petit peu plus en détail finalement la symptomatologie que peuvent présenter les ados avec trauma complexe. Au niveau des dysrégulations émotionnelles, soit des ados très impulsifs qui vont très vite se mettre en colère, etc., qui peuvent nous faire penser au profil des ados harceleurs, soit des ados qui sont très détachés au niveau affectif, parfois pour lesquels on va dire il n'a pas beaucoup d'empathie, etc., etc. Là aussi, ça peut nous faire penser au profil des harceleurs. Un concept de soi négatif avec le sentiment d'être raté ou d'être inutile, de ne pas valoir la peine, et puis une perturbation des relations interpersonnelles où c'est des ados qui vont souvent s'isoler, avoir beaucoup de mal à être en confiance avec l'autre et parfois, pour certaines personnes, leur attribuer un sentiment de toute puissance. Et si vous me voyez un petit peu venir, eh bien, finalement, on voit bien que dans ces caractéristiques du trauma complexe, qui actuellement, c'est une nouvelle entité diagnostique qui fait un petit peu son entrée. Je ne sais pas, on pourrait faire un sondage un petit peu dans l'amphithéâtre qui aujourd'hui pose le diagnostic de trauma complexe, de psychotraumatisme complexe. Voilà un peu, je pense que peut-être dans 5 ans, il y aura tout l'amphi qui va lever la main, mais on voit bien déjà dans ce tableau clinique toutes les vulnérabilités qui peuvent exister par rapport à la question du harcèlement. Et l'un des éléments particulièrement importants, c'est la question des représentations et des cognitions qui sont biaisées chez ces adolescents. Alors, elles ne sont pas biaisées, hein, c'est leur norme. Souvent, c'est des jeunes qui ont été exposés très précocement à des traumas. Et donc, ils ont une relation au monde particulière, un monde qui est perçu comme hostile ou insécurisant, une relation aux autres qui est compliquée, on ne peut pas faire confiance aux autres, donc quand on ne peut pas faire confiance aux autres et qu'on se fait taper, chez qui on irait le dire, et puis une perception d'eux-mêmes avec des phénomènes d'impuissance apprise qui sont très importants et qui sont responsables d'une difficulté à se protéger, et notamment dans les situations de
harcèlement. C'est Judith Herman, pour la petite histoire, qui pour la première, dans les années 90, a posé ce terme de trauma complexe. Et en fait, elle l'a posé, c'est très intéressant d'être dans ces logiques de trajectoire un petit peu de vie, elle l'a posé chez des femmes victimes de violences conjugales, où elle s'est rendue compte que ces femmes avaient beaucoup de mal à se protéger, qu'elles se remettaient toujours dans des schémas de violence et qu'en fait, dans leur passé, eh bien, c'était des femmes qui avaient des antécédents d'exposition traumatique dans l'enfance. Donc, première caractéristique finalement chez les enfants qui ont été exposés à des traumas de manière répétée pendant l'enfance, ça va être les modifications cognitives. Deuxième caractéristique, les modifications au niveau émotionnel et des dysrégulations émotionnelles, soit avec des enfants qui auront des émotions qui seront sous-modulées et donc qui seront plutôt cliniquement explosifs, des enfants très en colère, tendus, impulsifs, ou des profils d'enfants qui auront plutôt leurs émotions surmodulées et donc plutôt des enfants qui seront détachés au niveau des affects, avec des affects parfois froids. Les difficultés de ces dysrégulations émotionnelles, finalement, c'est que c'est des jeunes qui sortent de la fenêtre de tolérance. Si vous prenez entre les deux barres, c'est la fenêtre de tolérance. On a tous au quotidien, pour fonctionner, on est dans une espèce de fenêtre de tolérance. Moi, aujourd'hui, je suis dans une fenêtre de tolérance. Ça me permet de vous faire une conférence. Si j'étais très, très en colère, peut-être que je ne pourrais pas vous faire la fenêtre de tolérance de la même manière. Et la difficulté des enfants ou des adolescents qui ont des tableaux post-traumatiques, c'est que finalement, de manière répétée, plusieurs fois par jour, il peut leur arriver de sortir de leur fenêtre de tolérance, ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout en capacité d'engager des fonctions réflexives, des fonctions d'engagement social, des fonctions de résolution de problèmes que, par exemple, ils pourraient mettre en place en situation de harcèlement pour faire face. Une difficulté supplémentaire qui se rajoute à tout ce qu'on est en train de dire, c'est l'adolescence, la physiopathologie de l'adolescence. Nicolas le disait très bien, l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité. Et c'est une période de vulnérabilité à différents niveaux. Le premier niveau, c'est tous les changements physiques et neurophysiologiques. Vous avez ici un graphique qui montre tout simplement qu'au moment de l'adolescence, les connexions entre le cortex préfrontal, donc l'intelligence, toutes les fonctions exécutives qui nous permettent d'anticiper, de réguler les émotions, de résoudre les problèmes, eh bien, connexion entre ce cerveau cognitif et le cerveau émotionnel, eh bien finalement ce rétrocontrôle, il est moins important chez l'adolescent. Ce qui explique que les adolescents sont très sensibles à l'émotion, à la récompense aussi, à la recherche de sensations, de nouveautés, parfois pour certains d'entre eux à la prise de risques et de toxiques. Mais ce qui explique aussi que les adolescents sont constitutionnellement sensibles à leur environnement. Alors, ce n'est pas toujours très visible en apparence. Souvent, ils s'en défendent. Parfois, ils se constituent dans l'opposition, mais ils sont extrêmement dépendants à l'environnement. Il y a ce qu'on appelle une mise en tension de l'axe narcissico-objectal. Et je cite toujours cette phrase de Philippe Jamet, « Ce dont j'ai besoin parce que j'en ai besoin est à la mesure de ce besoin, c'est ce qui menace mon autonomie ». En fait, il faut imaginer le psychisme de l'adolescent. C'est la tempête. Donc, l'adolescent a besoin de l'extérieur pour se rassurer, pour se sécuriser. Sauf que comme il a besoin de l'extérieur, cet extérieur va devenir insécurisant et donc, du coup, il va le rejeter. Ou alors, trouver la juste distance, trouver le juste équilibre, c'est très compliqué. C'est comme en amour, si vous êtes follement amoureux, passionnément amoureux, certaines personnes refusent cette histoire d'amour parce que c'est trop angoissant, alors que si vous êtes un peu amoureux, parfois vous vous engagerez peut-être plus facilement parce que c'est plus sécurisant. Et donc, cette vulnérabilité à l'extérieur de l'adolescent fait que l'adolescent est très sensible aux exigences venant de l'extérieur, au regard de l'autre, toute la question des enjeux narcissiques, de l'amour qu'il a par rapport à lui-même. Sensible aussi par rapport aux exigences externes, eh bien, ça peut passer par les injonctions externes aussi. Et actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a des injonctions au suicide. Enfin, j'étais d'astreinte samedi dernier. Dans les 6 ados que j'ai vus qui avaient fait une tentative de suicide dans la nuit, 3, il y avait sur les réseaux sociaux, les parents m'ont montré, des incitations au suicide de la part de leurs camarades. Donc, c'est une vraie réalité actuelle. Juste distance qui est compliquée à trouver avec les adolescents parce qu'ils ont tellement besoin de l'extérieur que soit vous êtes trop loin
et ça va activer des angoisses d'abandon. Ils vont vous dire mais vous vous en fichez, soit vous êtes trop près, ça active des angoisses d'intrusion et donc c'est toujours compliqué de trouver la juste distance. Ce qui explique que finalement les écrans et l'interface des écrans peut aussi être très très sécurisant par rapport pour les adolescents et pour rentrer en contact avec l'autre. Le lien à l'autre est compliqué et dans cette dynamique-là, Nicolas l'a dit, le groupe, les pairs, c'est extrêmement important parce que ça permet justement de diffracter le lien à l'autre. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier et du coup, c'est beaucoup plus sécurisant. Et toute la question des identifications qui sont portées par le groupe qui vont permettre à l'adolescent de se construire. Donc, à partir du moment où on a intégré tous ces éléments, à la fois les vulnérabilités de certains jeunes, notamment les vulnérabilités liées au trauma, à la fois tous les enjeux liés à l'adolescence, les enjeux narcissiques, de construction d'identité, est-ce que je vais réussir, est-ce qu'on va m'aimer, est-ce que je vaux la peine, tous les phénomènes de groupe qui leur permettent d'être un peu plus en sécurité dans la relation, toute la question de la cécité des adultes, il y a comme une dichotomie. Voilà, l'ado est tranquillement dans sa chambre, donc il est en sécurité, mais en fait peut-être pas tant que ça. Et toute la mécanique qui est possible via les réseaux sociaux, eh bien finalement on a un cocktail assez détonnant qui fait que parfois il n'y a pas grand-chose qui va activer des situations de cyberharcèlement. Vraiment dans certaines situations, on comprend même pas la dynamique ou le phénomène, l'effet boule de neige qui se met en place. Et donc, dans ces situations de harcèlement, quand le jeune se fait harceler via les réseaux sociaux, eh bien, pour les jeunes qui ont des antécédents de trauma dans l'enfance et donc qui déjà ont une faible estime d'eux-mêmes, déjà ont un sentiment d'impuissance par rapport à la vie, par rapport à ce qui leur arrive, potentiellement ont aussi des problématiques de régulation émotionnelle, eh bien, généralement, trouver une solution ou trouver une issue, ça peut être compliqué et parfois, eh bien, l'issue est le passage à l'acte suicidaire. Je ne vous reliste pas tous les facteurs de risque distaux et proximaux du suicide, mais en tous les cas, il y a un certain nombre d'aspects au niveau de la difficulté à gérer le stress, du sentiment d'impuissance acquise, de la question des interactions sociales, donc un certain nombre de critères diagnostiques du TSPT qui sont des facteurs de risque suicidaires. Et donc, il y a vraiment, de la même manière qu'il y a un lien très robuste entre les antécédents d'exposition traumatique dans l'enfance et le risque suicidaire à l'adolescence, et bien de la même manière, le harcèlement scolaire est vraiment actuellement considéré comme un des facteurs précipitants extrêmement importants par rapport au risque suicidaire. Et dans les chiffres, 8 ados sur 100 ont eu des idées suicidaires dans l'année. 14 ados sur 100 ont déjà fait un passage à l'acte suicidaire au moins une fois dans leur vie. Et quand on regarde les chiffres par rapport au cyberharcèlement, eh bien dans les tentatives de suicide, on retrouve 12% de jeunes qui ont été victimes de harcèlement et le chiffre augmente sur les pensées suicidaires à 36% pour ces jeunes. Et ça, on va peut-être passer passer à un autre aspect peut-être un peu méconnu, mais un petit peu plus physiologique, puisque quand on parle de cyberharcèlement, eh bien, c'est du temps passé devant les écrans. Et le temps passé devant les écrans, eh bien, le sommeil est de plus en plus considéré comme un médiateur dans le lien entre suicide et trauma, et notamment comme un médiateur au niveau de la régulation émotionnelle. Je vais m'expliquer un petit peu. Actuellement, c'est des données anciennes de 2012, mais les chiffres sont encore plus importants. Des données de Damien Léger en 2012 qui montraient que chez les adolescents de 15 ans, eh bien, 40% de ces ados avaient une dette de sommeil par nuit de 2 heures. Quand vous êtes en dette de sommeil, quand vous êtes en privation de sommeil, au niveau neurologique, eh bien, vous régulez moins bien vos émotions. Et qu'est-ce qui se passe pour
on régule moins bien ses émotions parce que justement, on diminue la connectivité entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Ça, ce sont des éléments qui sont scientifiquement très bien connus. Donc, si on imagine qu'en 2012, 40% des adolescents de 15 ans avaient en moyenne 2 heures de dette de sommeil par nuit, c'est énorme. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette dette de sommeil? Eh bien, cette dette de sommeil, elle s'explique par plein de facteurs différents. Constitutionnellement, à l'adolescence, il y a un décalage de phase physiologique qui se met en place pour la majorité des adolescents, lié aux modifications hormonales sur certains profils génétiques particuliers. Typiquement, à l'adolescence, on se couche plus tard et on se lève plus tard. C'est physiologique. Donc, vous avez ce phénomène de base. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que les adolescents sont beaucoup plus sensibles à la lumière bleue qu'à d'autres âges de la vie. Donc le message qui va être transmis au cerveau via les noyaux suprachiasmatiques et qui est que, en fait, il fait jour et donc du coup tu dois rester réveillé, il est beaucoup plus important par exemple qu'à l'âge adulte. Ensuite, il va y avoir des phénomènes comportementaux et une pression sociale extrêmement importante. C'est-à-dire que si la majorité de la classe ou si tous les copains sont sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est sûr qu'on va avoir envie de rester sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que finalement, nos adolescents se couchent de plus en plus tard, sauf que le problème, c'est que généralement, les cours commencent toujours à 8 heures. Et donc, la population d'adolescents françaises est en dette chronique de sommeil, ce qui, là aussi, majore les phénomènes de dysrégulation émotionnelle. Donc on est vraiment dans des phénomènes d'auto-entretien entre des vulnérabilités liées au trauma et des processus qui sont directement induits par les possibilités des technologies actuelles. Alors, comment intervenir ? D'abord au niveau de l'éducation et de la sensibilisation. En peut-être sensibilisant en milieu scolaire auprès des professeurs, en faisant des campagnes de respect numérique, en renforçant aussi toute la question de l'empathie et surtout en jouant sur l'implication des témoins. Puisque finalement, si une personne harcèle seule, ça a un effet, je dirais, qui est modéré. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est souvent que les témoins ne disent rien, voire les témoins en rajoutent. Donc ça, c'est un axe qui est fortement plébiscité actuellement. Ensuite, en apprenant aux adolescents tous les gestes d'autodéfense numérique et de sensibilisation à la confidentialité. Par des choses toutes bêtes. Tu es en couple, évite d'envoyer des photos dénudées à ton petit copain, parce que peut-être que dans 3 mois, vous ne serez plus ensemble. Ne donne pas les mots de passe de tes comptes Snapchat à ta meilleure copine. C'est peut-être ta meilleure copine aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 semaines, vous serez fâchés quand elle en fera quelque chose. Donc, il y a tout un tas de conseils qu'on peut prodiguer. Et puis, bien sûr, impliquer les parents davantage dans l'encadrement, puisque de toute façon, ils le font déjà. En post-consultation aux urgences, généralement, il nous dit « le dites pas trop, mais j'ai récupéré les comptes et du coup, je vois exactement ce que mon adolescent fait. » Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais sinon, je vous... On va se laisser le temps juste des questions. Je vous laisse encore 1 minute ou 2. Oui, bon, du coup, il y a... Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, ils ont vraiment des vidéos qui sont très très bien faites et notamment justement sur les processus d'amplification liés au cyberharcèlement. Et moi, généralement, je conseille aux enseignants de les projeter en classe et ça montre vraiment que finalement, chacun peut réagir. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi des supports qui sont très intéressants sur les conseils par rapport au harcèlement. Et au niveau des interventions, c'est extrêmement important que le milieu scolaire s'implique. Souvent, la réponse, c'est « oui, mais c'est en dehors de l'école, donc ça ne nous concerne pas ». Mais dans la majorité des situations, ça a quand même commencé en lien avec l'école. Pas dans toutes. Renforcer, donc, permettre l'intervention d'un tiers, impliquer les parents
et impliquer l'équipe éducative. Et au niveau finalement des structures de soins, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Alors on se base un petit peu sur certaines compétences qui existent actuellement dans un certain nombre de programmes de soins qui sont proposés dans le cadre du TSPT et du TSPT complexe. Et surtout, on va axer les choses sur la psychoéducation pour redonner de la maîtrise aux ados, sur tout ce qui va être vraiment technique d'affirmation de soi, travail cognitif et sur les aspects de régulation émotionnelle. Donc typiquement dans le service, ça se décline en 5 étapes: de la psychoéducation, de la régulation émotionnelle avec différentes techniques qui permettent justement aux jeunes de pouvoir réagir plus facilement, avec également aussi des éléments par rapport à la dissociation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Des exercices autour de la restructuration cognitive, parce que parfois c'est des jeunes qui sont convaincus que de toute façon ça va leur arriver à nouveau, et donc du coup on va travailler cet élément-là, et on va aussi travailler cet élément-là à partir de thérapies fondées sur la compassion. Ça c'est un travail qu'on fait en groupe, parce que souvent c'est des jeunes qui ont très peu d'autocompassion, et donc on va essayer de développer cette autocompassion. Des thérapies d'exposition pour les jeunes qui présenteraient des symptômes post-traumatiques un peu plus intenses, et notamment des flashbacks. Et un des éléments particulièrement importants, ça va être ensuite effectivement tout le travail qu'on va pouvoir faire avec l'école. Alors en résumé, effectivement, actuellement le cyberharcèlement n'est pas considéré comme un événement traumatique. Par contre, c'est un facteur de risque de TSPT, surtout quand il y a des vulnérabilités traumatiques antérieures, dans certaines situations de cyberharcèlement, comme par exemple les situations de vidéolynchage. Il y a vraiment des phénomènes d'auto-entretien très très importants entre les ados qui ont des antécédents d'exposition traumatique et le fait que finalement ils soient victimes de harcèlement, sans doute lié à la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, au rapport qu'ils ont engagé avec l'autre. C'est la raison pour laquelle peut-être je vous sensibilise si vous êtes amené à prendre en charge des ados qui ont été harcelés, ou que ce soit de manière classique, je dirais, ou dans le cadre de cyberharcèlement, chercher systématiquement les antécédents d'exposition traumatique pendant leur enfance. Et pourquoi? Parce que peut-être que c'est aussi une nouvelle voie d'accès qui nous permettra de repérer davantage aussi les enfants qui sont psychotraumatisés. Je vous remercie pour votre attention. Et je fais juste de la pub, ça, sinon le professeur Schröder va m'en vouloir. À Strasbourg, au mois de juin, il y a le congrès français de pédopsychiatrie et le congrès européen de pédopsychiatrie. Donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Dr Julie Rolling. Alors on a 10 minutes pour pouvoir poser quelques questions, intervenir, échanger sur cette question du cyberharcèlement et de ses conséquences et de sa prise en charge. Avant la pause. Des micros sont à votre disposition. C'est le moment si vous le souhaitez. Merci madame. Je vois une main levée au milieu, juste devant moi finalement dans l'axe. Et sur cette rangée-là peut-être après. Merci. Bonjour. C'est une question à tous les deux intervenants de cet après-midi. J'entends que là, on parle des victimes et agresseurs qui sont tous les deux des mineurs. Et je me dis que est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui autour de la prise en charge aussi de l'auteur, qu'on entend bien qu'ils sont peut-être aussi des victimes, et que la manière de faire face à ça, c'est dans la répétition de ce qu'ils ont pu vivre?
En tout cas, parfois l'équilibre est fragile entre effectivement prendre en charge la victime et ne pas ostraciser les auteurs. Et vraiment, je crois que c'est un message important. Un jeune qui agresse, un jeune qui est dans la violence, généralement, ça n'arrive pas par hasard. Et effectivement, c'est des jeunes pour qui quelque chose du mécanisme de défense s'est automatisé. C'est qu'à un moment donné, il a été lui-même victime de quelque chose. Donc, il y a vraiment, on est en train de, il y a des progrès par rapport à tout ce qui est le repérage, tout ce qui est pris en charge, tout ce qui est mis en place par rapport au cyberharcèlement. Mais je crois que c'est important aussi de ne pas oublier les harceleurs, entre guillemets. Parce que vraiment, je crois que c'est aussi des jeunes qui ont une vulnérabilité narcissique importante, qui souvent ont une estime d'eux-mêmes qui est assez faible et qui ont des antécédents traumatiques, etc. Je crois que en tant qu'adulte responsable, on a vraiment à pouvoir construire quelque chose et travailler quelque chose pour les victimes et aussi pour les agresseurs. J'aime pas trop ce terme. Je trouve qu'il est réductionniste, notamment chez les adolescents, à ce moment de vie aussi où il se passe tellement de choses pour eux, où ils essayent de se construire. Parfois des jeunes pour lesquels les seuls modèles qu'ils ont eus, ça a été des modèles de violence. Alors si les réactions en face sont des réactions de rejet ou des réactions de violence, on va venir aussi renforcer quelque chose d'une croyance ou quelque chose d'une perception, et peut-être qu'on va venir verrouiller une identité violente qui est et encore identité violente entre guillemets, mais qui est en construction. Donc peut-être le message, oui, je crois qu'ils ont les mêmes vulnérabilités, et puis après voilà, certains se défendent pour ne pas se faire agresser parce qu'ils pensent dans leur tête qu'il y a danger, parce qu'ils ont été exposés à des dangers. Donc je crois que c'est des manières différentes de réagir, mais sans doute par rapport au fait qu'ils ont à des traumas hérités de l'enfance. Oui. Merci. Du côté des agressions, des violences de couple, alors je pense que c'est en fait les prises en soin des jeunes agresseurs se font principalement pour les agresseurs sexuels, peu sur la question des agresseurs de couple. Alors il y a des programmes qui se font, alors pas chez les ados, mais chez les adultes autour des violences conjugales au Canada. On a des programmes de ce côté-là qui se développent pas mal, avec déjà des notions qui apparaissent sur, il y a des profils avec lesquels on arrive à travailler des choses et des profils avec lesquels on n'arrive pas à travailler des choses. Là, on est du côté des adultes, donc sur des choses qui sont déjà un petit peu ancrées. Mais il y a des programmes, en tout cas, qui sont vus, tout comme la question des violences intrafamiliales. En France, on a les CRIAVS, du coup, c'est les centres régionaux pour les auteurs de violences sexuelles, qui prennent pas forcément en charge les mineurs. Ça dépend où. Ça dépend. Chaque région va avoir des manières de faire différentes. Donc voilà. Il y a besoin surtout de thérapeutes qui les prendront en charge. Parce que le problème, c'est qu'on prend souvent en charge les victimes. Moi, je sais que j'aurais du mal à... Nous, la question nous est posée au CRP, de prendre en charge des agresseurs. On sait qu'ils ont du trauma, que c'est aussi des victimes. Moi, j'ai du mal des fois à me dire que je vais prendre en charge les deux, parce que j'ai toute la problématique de l'agression qui est pas simple, et puis parce que je voudrais pas qu'ils se croisent dans la salle d'attente. Le problème, c'est que nous, on prend tout le département, et on n'est pas à l'abri qu'un agresseur croise quelqu'un qui a été victime. Donc il faudrait des structures, et on est en train d'y penser sur les services de pédopsychiatrie. On a la question de la pédopsychiatrie légale maintenant, psychiatrie légale d'une manière générale, qui est devenue une spécialité, enfin une sous-spécialité un peu dans la formation de la psychiatrie. Et donc du coup, je pense que cet aspect-là de la prise en charge des auteurs va probablement se développer, en tout cas du côté du soin. La prise en charge, après, il y a des dispositifs sur l'ASE qui existent. Nous, dans nos départements, on a des choses comme ça, mais ça reste assez petit. Merci. Est-ce qu'il y a là des mains levées? Levez bien haut la main, en tout cas, si jamais. On a encore le temps pour une à deux questions sur les questions soulevées, de fait. Sauf si vous souhaitez compléter ou rajouter un élément d'importance pour aller au bout, si vous le souhaitez. En tout cas, c'est
C'est possible. Il reste encore un tout petit peu de temps avant la pause. C'est pas obligatoire, c'est possible. Le problème, c'est que si on se relance, il n'y a pas de pause. Alors, donc, vous savez tenir un timing. On vient quand même de se contraindre pendant 3/4 d'heure pour pas dépasser le temps. Donc, il ne faut pas nous Ce relancer. n'est pas la quand porte même. ouverte à tous les... Allez-y, mollo, quand même. Attendez, s'il y a une dame, allez-y. madame. Bonjour, c'était peut-être pour rappeler, alors j'ai plus en tête exactement le numéro, mais je sais qu'il a pu me servir, le numéro de service public qui permet d'orienter justement les patients et leurs familles pour le retrait d'images sur les réseaux lorsqu'il y a 30-18, oui je me disais c'était 17, mais... Voilà, je me dis que ça peut être un outil aussi intéressant pour la question du contenu et du retrait des contenus dans une perspective déjà de protection. Il y a la plateforme Pharos aussi, où j'avais mis le logo sur une des dias, qui permet aussi effectivement de signaler, de déposer plainte. Et vraiment, au niveau du site du ministère de l'Éducation nationale, ils ont, je trouve, fait des efforts de lisibilité et bien précisé finalement les différentes process possibles dans les situations d'harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, effectivement. Sur la question des auteurs, nous, au niveau du service, on s'est organisé où effectivement les victimes, on les prend en charge au centre psychotrauma, et puis les auteurs, généralement, au niveau du CMP. Là, on a une situation, par exemple, d'agression sexuelle, de viol intrafamilial dans une fratrie de 6 enfants. Et du coup, on prend les 3 victimes au CRP et l'auteur, qui est un adolescent et qui a 15 ans, on le prend au CMP. Mais c'est vrai que c'est des vraies réflexions, la manière dont on va structurer les soins, et c'est extrêmement, symboliquement et réellement, c'est extrêmement important. Je me retourne vers la salle si jamais il y a une main levée. Est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques en lien avec les violences dans le couple des mineurs Alors non, il n'y a pas de marqueur biologique sur les violences de couple de mineurs, c'est pas quelque chose d'héréditaire. Néanmoins, on sait effectivement quand même que dans la question du trauma, on a dans la question de l'hérédité du trauma, c'est un petit peu comme pour beaucoup de pathologies, ça va être la question plutôt d'une hérédité épigénétique, c'est-à-dire que vous avez effectivement potentiellement une vulnérabilité qui est pas une vraie vulnérabilité. On ne naît pas avec des gènes qui fait qu'on est potentiellement tout de suite traumatisé, mais où par contre effectivement, si on est confronté à des traumas soi-même dans son histoire et qu'on a eu des parents qui ont eu du trauma, on va effectivement être un petit peu plus à risque de développer soi-même une symptomatologie psychotraumatique par la suite. On va être un peu plus vulnérable. D'autant plus si vos parents psychotraumatisés parce qu'ils ont eu du trauma eux-mêmes dans leur enfance vont eux-mêmes avoir des comportements et des agissements en tant que parents qui sont marqués par le trauma et qui font que du coup il y a des problèmes finalement dans l'attachement, dans les choses comme ça. Donc non, vous n'avez pas de génétique finalement de la violence de couple. C'est plus les modifications épigénétiques, c'est plus au niveau transgénérationnel que ça a été mis en évidence. Il y a 2 travaux très importants. Il y a les travaux de Yehuda, qui a travaillé chez les 2e générations de survivants de l'Holocauste. Et en fait, elle a mis en évidence effectivement des modifications épigénétiques de la méthylation au niveau de certains gènes impliqués dans la régulation du stress, ces modifications épigénétiques qui apparaissaient dans la 2e génération des survivants de l'Holocauste. Donc ça, c'est les premiers travaux. Les 2e travaux, c'est plus des travaux nord-américains qui ont été menés chez des personnes qui se sont décédées par suicide, donc des suicidés, chez qui ils ont fait des autopsies. Et ils ont divisé ces populations de suicidés entre ceux qui avaient des antécédents de maltraitance dans l'enfance et ceux qui n'en avaient pas. Et ceux qui avaient des antécédents de maltraitance, là aussi, avaient des modifications épigénétiques. Alors, j'ai plus en tête BR3C et Y5K, je ne sais pas quoi, où effectivement, avec une susceptibilité et une réactivité au stress, du coup, plus importante chez ces personnes-là. Mais c'est des travaux, toutes les connaissances sur l'épigénome actuellement, c'est à l'état de recherche. Il y a tellement de facteurs
qui sont impliqués et qui interviennent, notamment l'environnement et notamment la question de l'attachement, que c'est extrêmement compliqué à interpréter. Néanmoins, il y a ces deux pistes, si vous voulez, des marqueurs biologiques, entre guillemets. Qu'en est-il, s'il vous plaît, des études longitudinales pour voir s'il y a éventuellement plus tard des traits de personnalité pathologique cluster B? Pour les traits de personnalité pathologique, je pense que vous pensez à tout ce qui est trouble de la personnalité borderline. Trouble de la personnalité borderline, il y a vraiment des similitudes cliniques très importantes par rapport au psychotraumatisme complexe qu'on a vu là, avec du coup des symptômes de TSPT associés à des perturbations de l'organisation du soi. Quand on prend les différents critères cliniques, on a des grandes similitudes, sachant que dans le trouble de la personnalité borderline, c'est plutôt l'instabilité qui prédomine et que dans le TSPT, il faut qu'il y ait une exposition traumatique, ce qui n'est pas forcément le cas dans le trouble de la personnalité borderline, où c'est plus des difficultés d'attachement. On commence à avoir des données épidémiologiques sur les diagnostics de TSPT complexes, puisque c'est un diagnostic qui est rentré dans les nosographies en 2019. Et dans les travaux épidémiologiques qui existent chez les adultes, il y a 40% de comorbidité. 40% de comorbidité, trauma complexe, trouble de la personnalité borderline. À voir, là, c'est les premières études, à voir dans quelques années ce que ça donnera. Merci pour la qualité de vos interventions et la qualité des échanges. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans vos pratiques. Et j'étais ravie de participer aussi et je passe le relais au docteur. Merci beaucoup Mathilde Chevret qui va nous laisser. Donc vous avez bien compris, 15 minutes de pause. On reprend à 16h pour la dernière intervention de la journée. Merci aussi à Nicolas Gau, Julie Rolling qui retourne au CFP à Rennes. Un grand merci à elle. Et à dans 15 minutes.